J'avais 17 ans et des recruteurs pour des clubs professionnels sont venus me voir jouer. La chance d'une vie pour signer dans un club professionnel. Mais la nuit avant ce match, au lieu de me préparer, de prier et de dormir, tu sais, j'ai fait quoi à la place? J'ai regardé du porno jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain, j'étais vide, j'étais déçu de moi, j'étais épuisé et j'avais honte de l'acte que je venais de poser. C'est comme si j'avais vendu littéralement mon âme au diable. Et sur le terrain, j'ai fait le pire match de ma vie, alors que j'étais le meilleur joueur de mon équipe. Et ce jour-là, j'ai mis un croix définitive sur ma carrière de footballeur professionnel. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu traverses quelque chose que tu ne dis à personne. Et quelque part au fond de toi, tu te demandes est-ce que tu vas rester comme ça toute ta vie? Je la connais par cœur cette question. Je me le suis posée pendant 12 ans d'addiction. Mais aujourd'hui, je voyage souvent, mon physique a complètement changé, je passe du temps avec ma famille, j'ai créé une relation avec Dieu, j'ai des objectifs qui commencent à s'accomplir et surtout je me réveille sans honte, sans culpabilité, sans avoir le sentiment que ma vie n'avance pas. Mais je te rassure, ça n'a pas toujours été comme ça pour moi. Pendant 12 ans, j'étais exactement comme toi à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne m'a dit quand j'étais encore accro à cette merde. Oui, c'est une vraie merde. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, laisse-moi te raconter qui j'étais avant que tout bascule. J'avais 12 ans et j'avais une identité très claire. Je n'étais pas une personne qui jouait juste au foot. J'étais le foot. Je l'incarnais totalement. Je parlais football, je mangeais football, je pensais football. Toutes mes actions étaient pour justement le football. Je faisais tout comme les footballeurs professionnels. Toute ma vie était calibrée pour être justement un footballeur professionnel. Tout ce que je faisais littéralement tournait autour du football. J'étais matrixé par le football. À un tel point que ça devenait saoulant pour mes proches et aussi pour mes potes. Puis un jour, avec ces mêmes potes-là, on était sur le chemin pour aller jouer au foot, comme d'habitude, tu me diras, et on a croisé un grand du quartier. Et il nous a montré une vidéo pornographique sur son téléphone portable. J'avais 12 ans, je savais même pas ce que c'était. Sur le coup, on était même choqués, mes potes et moi, mais c'était la première fois qu'on le voyait. 2 personnes nues en train de coucher ensemble. Et sur le coup, on était même surpris qu'il nous montre ça. On s'y attendait pas du tout. Et sur le coup, on n'a pas trop calculé aussi. On a souri de manière un peu gênée. Et après, on a repris notre chemin pour aller jouer au foot. Mais sans m'en rendre compte, ce grand du quartier avait semé quelque chose qui allait me poursuivre pendant 12 ans de ma vie. Et les jours qui ont suivi, par curiosité, je suis parti regarder des films pour adultes. Le site qu'il nous avait montré, j'y suis allé encore. Au début, j'y allais de manière occasionnelle pour regarder des films pour adultes. Sauf que, sans m'en rendre compte, je suis passé d'un mec qui allait de manière occasionnelle à un mec qui allait de manière très régulière. Et ça, sans m'en rendre compte. Ça s'est fait naturellement. Au début, tu te dis, c'est normal. C'est pas très grave. Tout le monde le fait. Je suis pas le seul à le faire. C'est pas grave, ça passe. Je contrôle la situation. J'arrêterai quand ça sera le bon moment. Surtout, j'étais jeune à ce moment-là. Et les films pour adultes n'avaient pas les mêmes répercussions que quand tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Sur le terrain, j'étais toujours aussi performant, vu que j'étais jeune, donc du coup, ça n'avait pas le même impact. Du coup, je ne voyais pas encore que le porno était néfaste pour ma santé, que ce soit physique, mentale, mais aussi spirituelle. Puis un jour, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que je n'arrivais pas à m'arrêter quand je le voulais. Que ce n'était plus moi qui contrôlais, mais que c'était les films pour adultes qui me contrôlaient. Techniquement, ça gérait carrément mon emploi du temps. C'est que dans la journée, je devais me garder une heure où je devais aller directement sur des films pour adultes. Ça devenait une habitude en quelque sorte. De la manière, tu vas te brosser les dents ou tu vas te laver de manière instinctive ou quand tu portes tes habits de manière instinctive, tu le fais. Pas besoin de réfléchir à comment tu vas mettre la manche, etc. C'était la même manière où moi, je devais me masturber. C'était une routine pour moi. Ça faisait partie de mon quotidien. Les nuits, pendant que tout le monde dormait, moi, je regardais du porno. Et le matin, comme d'hab, quand je me réveillais, j'avais les yeux rouges, j'étais vide, j'étais déçu de moi, j'avais honte. Je me promettais que c'était la dernière fois que je rechutais. Mais comme tu t'en doutes, ce n'est jamais la dernière fois. Et je suis sûr que tu l'as déjà connu ça. Tu te dis toujours que c'est la dernière fois que tu vas arrêter. Mais au final, le soir, tu te retrouves dans la même position à laquelle tu t'étais promis que tu allais arrêter. Et moi, c'était pareil. Malheureusement, chaque soir, je recommençais et je rechutais. À cette époque-là, je menais une double vie. Il y avait le Kevin dans la journée qui était souriant, performant sur le terrain et dans la vie tous les jours, présent et qui avait énormément de confiance en lui. Et il y avait le Kevin de la nuit qui, quand il était seul dans sa chambre et qu'il y avait personne autour de lui, il allait sur les sites pour adultes jusqu'à 3 heures du matin. Et cette double vie-là, personne ne le savait. Et c'est justement ça qui rend cette addiction aussi redoutable. Parce que tu as tellement honte de toi, honte de l'acte que tu poses, tu as aussi honte du regard des autres que tu n'en parles à personne, que tu restes dans ton coin et tu essaies de te battre pour essayer d'en sortir. Et le fait d'en parler à personne, ça va t'isoler. En gros, tu vas mener un combat seul. Et ce combat-là, c'est très compliqué de le gagner quand tu es tout seul. Tu dois forcément te faire accompagner. Bref, quelques temps après ce match que j'ai complètement foiré, le match le plus important de ma vie en plus, malgré toutes les bonnes résolutions que j'ai prises, malgré toutes les promesses que je me suis faites, tu doutes bien que j'ai quand même rechuté. Et ça, plusieurs fois, pendant plusieurs années. Je restais toujours accro à cette addiction. Puis, à l'âge de 24 ans, tout a changé.
Une nuit, après avoir rechuté une énième fois, je suis sorti de ma chambre et je suis allé dans mon salon pour regarder la télévision, histoire de me changer un peu les idées. Puis je suis tombé sur un documentaire où il y a un journaliste qui allait interviewer des personnes dans un hôpital qui n'avaient pas beaucoup de temps à vivre, juste quelques mois. Et il leur a posé une simple question. Quel a été votre plus grand regret dans votre vie? La majorité ont répondu 3 choses. La première, c'est qu'ils n'ont jamais essayé de réaliser leur rêve. Je n'ai pas dit qu'ils ont échoué leur rêve, mais ils n'ont jamais essayé de le réaliser. Le deuxième regret qui est le plus sorti, c'est qu'ils n'ont pas assez passé de temps avec leur famille. Ils n'ont pas assez profité avec leur famille. Et le troisième regret qui est le plus ressorti, c'est qu'ils n'ont pas assez voyagé. Ils n'ont pas assez découvert le monde. Ils sont restés toujours cantonnés dans leur quartier ou dans leur ville, mais ils n'ont pas assez découvert d'autres pays. Et là, je saurais pas comment te dire, mais il y a quelque chose qui s'est bousculé dans ma tête. Il y a un truc qui a pété. Et je me suis dit, j'ai pas envie qu'à 70 ans, je ressemble à ces personnes-là. Je n'ai pas envie d'avoir les mêmes regrets que ces personnes-là. Comme je t'ai dit, il y a un truc qui a vrillé dans ma tête. Et je voulais vraiment pas ressembler à ces personnes-là, en sachant en plus que au moment où je regardais ce documentaire-là, ma vie était pareille. J'avais pas assez voyagé, je passais pas assez de temps avec ma famille parce que je m'isolais à chaque fois pour aller regarder des films pour adultes et je n'avais pas encore accompli mes rêves. J'avais encore même pas essayé. En gros, si ma vie ne changeait pas et que je continuais à regarder des films pour adultes, j'allais avoir ces mêmes regrets-là. Et je voulais vraiment pas. Et ce soir-là, j'ai pris une décision qui a changé toute ma vie. C'était pas une promesse quand je me suis faite comme d'habitude. Non. Là, c'était une décision radicale que je venais de prendre. Et cette décision-là, je la poursuis jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment libéré de cette addiction, ce n'est pas une méthode en 10 étapes. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'avoir enfin compris pourquoi à chaque fois, je rechutais dans cette addiction. Pourquoi à chaque fois, j'ai été poussé à retomber. C'est en répondant à ces questions-là et en mettant des actions en place que j'ai pu en sortir. Il est 3 heures du matin et tu viens encore une fois de craquer. Tu éteins ton téléphone et tu te dis au fond de toi, j'ai encore craqué. J'ai encore rechuté dans cette addiction alors que je m'étais promis, juré que j'allais plus retomber. Et là, t'as les sentiments de honte, de dégoût, de culpabilité. Tout ça juste pour un petit moment éphémère. Parce qu'une fois que tu termines ta petite affaire, il n'y a plus rien qui se passe. Tous les regrets, tous les remords ressurgissent. Ce cycle-là, ce que je viens de te décrire, je le connais par cœur. Et toi aussi d'ailleurs. Tu as été stressé au boulot, tu rentres chez toi, tu es un peu fatigué et tu as besoin d'un pic de dopamine. Tu as besoin que ton cerveau soit un peu stimulé. Donc du coup, ton cerveau, il va essayer de chercher une échappatoire qui est facile, rapide. Et après avoir rechuté, tu as de la culpabilité, tu as ta honte qui va t'envahir. Tu vas te promettre encore une énième fois que c'est la dernière fois et que tu ne rechuteras plus. Tu vas tenir ça pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et puis un jour, ça va être beaucoup trop compliqué et tu vas recraquer encore une fois. Tu seras vide, tu seras dégoûté de toi. Et là, en réalité, je suis sûrement en train de décrire ton quotidien. Je suis en train de décrire littéralement ta vie actuelle. Mais ce cycle que je viens de te décrire, ce n'est pas une question de volonté. C'est un mécanisme. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Il y a un chercheur qui s'appelle Grubbs, excuse-moi de la prononciation, je n'arrive pas à prononcer son nom, il est un peu compliqué, qui a fait une étude sur 70 000 personnes. Et ce qu'il a découvert change toute la donne. Et à la fin de son expérience, il a conclu que ce n'est pas la quantité de porno qui cause ta souffrance, qui cause ton mal-être, mais c'est le conflit entre tes valeurs, tes principes et ton comportement de l'autre côté. Je vais répéter. Ce n'est pas la quantité de porno qui cause ta souffrance, qui cause ton mal-être, mais c'est le décalage entre tes valeurs et tes principes et le comportement que tu as. Ce qui cause ta souffrance, ce n'est pas le fait que tu regardes énormément de porno. C'est pas ça, c'est pas ça qui cause ta souffrance. C'est le fait que dans ta tête, tu veux être un homme financièrement qui va être à l'aise. Tu veux pouvoir voyager plus souvent. Tu veux avoir un bon physique. Tu veux pouvoir être bien socialement, par exemple, ou tu veux avoir un meilleur travail. Et toutes ces choses, ce sont tes principes et tes valeurs. C'est ce que tu incarnes au fond de toi. Sauf que de l'autre côté, tu poses des actes qui ne vont pas en adéquation avec ce que tu veux devenir. Et c'est là, du coup, au milieu, c'est ça qui crée la souffrance. Parce que entre tes valeurs et tes principes, donc ce que tu veux devenir, et le comportement que tu poses tous les jours, donc en regardant des films pour adultes, ça ne va pas en adéquation. Donc il y a un conflit, ce qui crée la souffrance. Quelqu'un qui veut devenir riche et qui pose les actes pour devenir riche, donc qui travaille sur lui-même, qui a plusieurs business, etc. Bah, cette personne-là ne sera pas en conflit, donc il ne souffrira pas parce que du coup, ce qu'il veut devenir, bah, il met les actions en place. Il a le comportement qui va avec. Donc du coup, boum, ça match. Mais toi, tu veux devenir une personne, la meilleure version de toi-même, mais tu ne poses pas les actions pour le devenir. Donc du coup, ça crée un conflit et c'est ça qui crée ta souffrance. C'est ça qui crée ton anxiété. C'est ça qui fait que dans ta vie, tu n'es pas si heureux que tu le penses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu souffres de ce que tu fais, donc si tu souffres à cause du porno, ça veut dire qu'au fond de toi, tu es une personne de bien. C'est-à-dire que tu as des principes et des valeurs qui sont honorables. Parce que quelqu'un qui n'a pas de valeurs, qui n'a pas de principes, ne souffrira pas à regarder du porno. Mais si toi, tu as de la culpabilité quand tu finis de regarder, tu souffres un peu, tu es déçu de toi à chaque fois, ça veut dire qu'au fond de toi, tu es une personne de bien. Je vais donner un exemple encore pour que tu puisses justement te projeter. Une personne, par exemple, qui est un criminel. Si au plus profond de lui, c'est un criminel et qu'il aime faire ça, si il tue quelqu'un, il va pas culpabiliser.
il sera pas déçu. Au contraire, il sera heureux parce que c'est ce qu'il voulait faire. Mais si à contrario, t'es pas un criminel, t'es pas une personne qui veut tuer quelqu'un, mais sans faire exprès, tu fais un accident et tu cognes quelqu'un et la personne meurt, tu vas culpabiliser. Tu vas être triste parce qu'un peu profond de toi, tu n'es pas une personne qui fait ça. Mais vu que le comportement que tu as eu est à l'opposé de ce que tu es, bah ça crée un conflit et c'est là que la souffrance est là. Logiquement, les explications sont claires et tu as dû comprendre. Dis-moi dans les commentaires si tu as bien compris, mais logiquement, tu as dû comprendre. Mais il y a encore plus profond encore. Ton cerveau, après des mois, des années de porno, il ne fonctionne plus comme les autres cerveaux. Il ne fonctionne plus pareil. Tu doutes bien que regarder tous les jours ces images-là, ça bousille quelque chose dans ton cerveau. C'est pas anodin, c'est pas un acte qui n'a pas de conséquences. C'est strictement impossible d'ailleurs. La dopamine, c'est le système de récompense du cerveau. Quand tu regardes des films pour adultes, ton cerveau va recevoir une décharge énorme de dopamine. 10 à 15 fois plus forte que dans la vie de tous les jours. Et avec le temps, ton cerveau va s'adapter. Et il va vouloir toujours ce pic-là. Il va devenir de moins en moins sensible. Et à chaque fois, tu auras envie de ressentir la même chose que tu as ressenti quand tu as regardé des films pour adultes. C'est pour ça que quand tu regardes beaucoup de fois des films pour adultes, bah, au fur et à mesure, tu vas rentrer dans le hardcore. Tu vas rechercher toujours du hardcore, toujours du sensationnel, toujours des scénarios plus fous. C'est parce que ton cerveau, bah, tout ce que tu regardais avant, ça l'intéresse plus, il en veut toujours plus. Donc c'est pour ça que des fois même, tu vas passer du temps à chercher la meilleure vidéo possible. Parce que ton cerveau, il sera plus stimulé parce que tu regardais avant. Il va vouloir toujours des scénarios de taré, toujours des trucs de fou en fait. Et tout ce que je viens de te décrire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste de la pure biologie. Et ta volonté seule ne peut pas gagner contre ta biologie. Tu te dis sûrement, pourquoi à chaque fois tu rechutes? Tout le temps tu te dis ça, mais pourquoi à chaque fois je rechute alors que je mets tout en place pour ne pas rechuter justement? La réponse elle est très simple. C'est parce que tu t'attaques au comportement avant de t'attaquer à la blessure, à la racine. Ce n'est pas que tu es faible, c'est juste que depuis le début, tu combats la mauvaise chose à combattre. Il y a 3 erreurs que les hommes font pour arrêter le porno. La première, comme je t'ai dit, c'est que tu t'attaques au comportement au lieu de t'attaquer à la blessure, à la racine. Pourquoi à chaque fois tu reviens dans les films pour adultes? Pourquoi? C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est à ça qu'il faut répondre. Parce que souvent, tu te dis que si tu arrêtes de regarder les réseaux sociaux, tu arrêtes d'aller sur les réseaux sociaux, tout va aller mieux. Mais non, le comportement n'est pas le problème. C'est juste la réponse à un besoin. Arrêter le porno n'est pas le problème. C'est juste un symptôme. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien, parce que je trouve qu'avec les exemples, tu peux plus facilement comprendre. Supposons que tu as un rhume. Tu es malade et t'es enrhumé, t'as un gros rhume. Le rhume, c'est la maladie. C'est la conséquence, c'est la maladie. Mais qu'est-ce qui a causé cette maladie-là? C'est des bactéries qui ont causé cette maladie-là. T'as touché des choses où il y avait des bactéries et qui ont fait que tu es tombé malade et que tu as eu un rhume. Le médecin, le médicament qu'il va te prescrire, ce n'est pas pour combattre le rhume, mais c'est pour tuer les bactéries. Parce que s'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de rhume. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est de tuer les bactéries. Et c'est exactement pareil avec le porno. Le porno, c'est juste la conséquence, tu vois. On va dire c'est juste la maladie. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie? C'est à ça qu'il faut répondre. Tu peux combattre le porno et sur le coup, ça va fonctionner pendant quelques jours, quelques semaines. Mais après, tu vas quand même rechuter parce que tu n'auras pas combattu les bactéries. Donc combattu la chose qui te fait retourner au porno. Les jours que tu auras compris qu'est-ce qui te ramène au film pour adultes, c'est là que justement tu pourras commencer ton processus de guérison. Mais tant que tu ne tues pas les bactéries, donc tant que tu ne tues pas la chose qui te ramène au film pour adultes, tu ne guériras jamais de cette addiction. Il y a une question que je pose à toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est la suivante. Qu'est-ce que le porno te donne que tu ne peux pas obtenir autrement? Quel plaisir ça te procure que tu ne peux pas obtenir autrement en faisant autre chose? Et ces deux questions-là, si tu réponds de manière sincère, tu vas comprendre que le porno, tu ne dois même pas le faire en fait. Cette sensation que tu as, le plaisir que tu as quand tu regardes ces films pour adultes, en tout cas ce plaisir éphémère qui dure quelques secondes, quelques minutes et après ça s'évapore, tu peux l'obtenir autrement. Le fait de passer du temps avec ta famille par exemple, ça peut te procurer le même pic de dopamine que tu as quand tu finis de regarder ta vidéo pour adultes. Le fait de voyager par exemple avec tes potes ou même seul, ça peut te procurer ce même ce même shoot de dopamine dont tu as besoin. Le fait, par exemple, moi à l'époque, le fait de sortir dehors et de jouer au foot avec mes potes me procurait ce même shoot de dopamine là. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses que tu peux faire pour avoir le même résultat, donc le même shoot de dopamine que tu reçois quand tu regardes des films pour adultes. Quand tu vas répondre à cette question de manière 100% honnête, ça va grandement t'aider. La deuxième erreur que les hommes font quand ils veulent arrêter le porno, c'est qu'ils ignorent leur biologie. Ton cerveau a été recablé par le porno. Tous les déclencheurs que tu as, qui te ramènent au porno, ils sont pas aléatoires. Il y a forcément une heure à laquelle tu rechutes le plus, un contexte, un état émotionnel, et c'est ces choses-là qui vont déclencher automatiquement l'envie. C'est pour cela que les clients que j'accompagne, ils ont une plateforme où justement, ils peuvent renseigner à chaque fois leur contexte, leur heure, leur état émotionnel, toutes ces choses
Comme ça, on a une base de données et on sait justement pourquoi ils rechutent. Ils doivent marquer par exemple sur la personne le lieu dans lequel il rechute le plus, l'heure à laquelle il rechute le plus, ce qu'il faisait 2 heures avant de rechuter, à quoi il pensait, quelle action il aurait pu faire pour ne pas rechuter. Et après, je vous épargne les détails, mais en gros, il doit renseigner plusieurs choses. Comme ça, justement, on a une base de données pour travailler. Le plus important, c'est que les gens qui rechutent, par exemple, c'est pas ça le plus grave. Le fait de rechuter, ce n'est pas un échec. Justement, en échouant, en rechutant et en remplissant justement la plateforme que j'ai faite pour mes clients, on a une base de données sur quoi travailler, quelle action il faut mettre en place justement pour que quand justement ce contexte ou cette heure arrive, on puisse avoir une parade pour ne pas justement qu'il rechute. En fait, l'échec n'est plus un échec du coup, mais c'est devenu une donnée réelle qu'on peut utiliser, qu'on peut analyser et qu'on peut mettre des actions en place pour ne plus rechuter. Le fait de récolter de la data, de récolter, de récolter des données sur ta biologie, ça peut te permettre de sortir cette addiction. En tout cas, ça va énormément t'aider à mettre des actions en place, à avoir le bon mindset et à sortir ton addiction. Mais les gens de nos jours, ils ignorent leur biologie, ils ignorent tout ça. La troisième erreur que les hommes font quand ils essayent de sortir cette addiction, c'est qu'ils essayent de le faire seuls. Ils veulent pas se faire aider. Je vais être direct avec toi. Ça fait des jours, des semaines, des mois, voire des années, tu essayes de le faire seul. Tu essayes d'en sortir tout seul de cette addiction. Mais malheureusement, tu n'y arrives pas. Einstein, il a dit auparavant que la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Et là, tu es exactement dans la case de la folie. Plusieurs fois, tu essaies de le faire tout seul. Plusieurs fois, tu rencontres toujours le même échec. Tu échoues, tu rechutes, mais tu continues toujours à le faire en pensant qu'il y aura un résultat différent la prochaine fois. Tu t'es jamais posé la question de savoir est-ce que tu peux te faire aider? Est-ce que tu peux te faire accompagner par une personne qui a connu les mêmes galères que toi et qui, du coup, qui peut te donner, on va dire, des astuces, des tips, t'aider justement à sortir cette addiction? Parce que lui, il est passé par là et il a réussi à s'en sortir. Est-ce que si tu en parles à quelqu'un, de ta famille ou un pote de confiance, ça va pouvoir t'aider à sortir cette addiction? Pourquoi tu n'as pas réfléchi à le faire autrement? Moi, c'est la question que je te pose. Et tu peux me dire en commentaire aussi. Pourquoi tu n'as pas réfléchi à le faire autrement et tu as toujours fait la même chose tout seul? Peut-être que si tu l'avais fait différemment, peut-être que le résultat serait différent aussi. Même probablement. Il y a un verset dans la Bible où Jésus, il dit « Je suis venu sur terre pour les gens malades et pas pour les bien portants. Pas pour les gens qui sont en bonne santé. » Si tu ne vas pas à Jésus, il ne peut pas te guérir. C'est ce que ça veut dire en gros. C'est toi qui dois venir à lui et lui, justement, doit procéder à la guérison. Pareil pour un médecin. Quand tu es malade, tu vas voir le médecin et le médecin te prescrit quelque chose pour te soigner et au final, après, tu guéris. Mais toi, tu es malade. La seule chose que tu as trouvé à faire, c'est d'en parler à personne, de le dire à personne, de rester dans ton coin et d'essayer d'arrêter tout seul. Mais si personne ne sait que tu es malade, si personne ne sait que tu as besoin d'aide, comment on peut t'aider? C'est une question encore que je te pose, c'est une question ouverte. Comment on peut t'aider? Comment tu peux te faire aider si personne ne sait que tu es malade? Mais quand tu commences à en parler à ta mère, à ton père, à un pote de confiance, c'est beaucoup plus facile de sortir de cette addiction. Parce que tu auras du soutien de ces personnes-là. Ils vont t'aider. Parce que le fait de parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes, tu vas briser cette règle de cette addiction. Cette addiction, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont honte, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les juge, etc. Donc, la majorité des hommes n'en parlent à personne. Je dirais même 95% des hommes n'en parlent à personne. Mais quand tu en parles, en fait, cette addiction perd de son pouvoir. Maintenant, je vais te montrer ce qui change vraiment les choses. Mais avant de continuer, j'ai envie de te donner quelque chose qui te sera très utile dans le futur. Peut-être que ce soir, tu auras envie de rechuter ou dans quelques jours, tu auras des pulsions que tu auras du mal à contrôler. Du coup, c'est pour ça que j'ai enregistré un audio uniquement pour toi. Pour ces moments où tu es vulnérable, où tu es faible, où tu es seul, où tu es sur le point de rechuter, où tes pulsions sont beaucoup trop fortes, où tu as peur que tu ne sois pas assez forte pour les contrôler, tu sors de la pièce de là où tu es et tu écoutes cet audio. Ça va te faire énormément de bien. Ça va t'aider à contrôler tes pulsions et à ne pas craquer. Honnêtement, cet audio-là, il peut énormément t'aider. C'est pas la solution magique, mais ça peut t'aider justement à te rappeler pourquoi il ne faut pas que tu rechutes. Quelles sont les conséquences de ta rechute? Parce que je sais que dans ces moments-là où tu es vulnérable, où tu es faible, où tu es sur le point de rechuter, tu oublies toutes ces choses-là, les conséquences de ces choses-là. Tu te concentres juste sur le fait que tu dois te satisfaire, te libérer. Mais justement, cet audio-là va te rappeler toutes ces choses. Pourquoi il ne faut pas que tu le fasses? Pour qui tu ne dois pas le faire? Rappelle-toi de l'homme que tu dois devenir. Toutes ces choses. Cet audio-là va te rappeler justement ta propre identité. Pour télécharger l'audio, le lien est dans la description et c'est 100% gratuit. Je te conseille de le prendre directement tout de suite avant que tu l'oublies. Bref, continuons la vidéo. Quand j'ai compris que c'était une crise d'identité, j'ai commencé à travailler différemment. Pas sur le comportement, mais sur ce qui est en dessous. La blessure, la racine. Il y a 4 choses que j'ai travaillé pour sortir cette addiction. On va les appeler des couches. Donc j'ai travaillé sur 4 couches. Les 3 premières couches, c'est très simple. Même toi-même, tu vas t'y reconnaître. Et la 4e couche, par contre, celle-là, beaucoup d'hommes n'y arrivent jamais. Les hommes, la plupart du temps, ils s'arrêtent avant. Alors que c'est la plus
plus importantes. Commençons par la première couche, la racine. Comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, dans cette couche-là, tu dois te poser la simple question. Qu'est-ce que les films pour adultes t'apportent que tu ne peux pas obtenir autrement? Quel sentiment, quel ressenti, quelle chose que le porno t'apporte, te donne, que tu ne peux pas avoir autrement? À l'époque, moi, quand j'étais encore accro à cette addiction, ça m'apportait de la détente. C'est-à-dire que le fait de regarder ça, ça me détendait. C'est comme si pendant un moment, j'oubliais la dureté de la vie, mes entraînements, mes prises de tête avec mes potes au foot, mes mauvaises prestations aussi des fois sur le terrain. Toutes ces choses, ça me permettait de m'évader et de me détendre un peu. En vrai, à cette époque-là, je ne cherchais pas réellement du plaisir. Je cherchais une échappatoire. Je voulais juste m'évader, oublier un peu ma vie qui allait dans tous les sens. Donc, dans cette première couche, donc la couche 1, il est vital, important que tu identifies, analyses la racine, la blessure réelle. Pourquoi à chaque fois tu reviens au porno? Qu'est-ce que tu y gagnes que tu ne peux pas avoir autrement? Cette couche-là est faite pour ça. La deuxième couche, c'est l'environnement. La volonté seule ne suffit pas contre un cerveau qui est en déficit de dopamine. Tu dois construire un cadre, un environnement qui rend tes mauvais choix difficiles. Si tu construis un environnement, un cadre idéal, ça va être très compliqué pour toi d'avoir des mauvais choix. Par exemple, je vais donner un exemple de mon histoire. Par exemple, moi, à l'époque, mes déclencheurs, c'était les réseaux sociaux, les films et les séries, d'accord? Et la plupart du temps, je rechutais toujours à la même heure, la plupart du temps, au même endroit. Quand j'avais mon téléphone la nuit, seul dans ma chambre, etc., c'était là où j'étais plus propice à rechuter. Quand le contexte n'était pas forcément idéal, quand mon état émotionnel n'était pas forcément au beau fixe, quand j'étais un peu faible, vulnérable, c'est là que les pulsions étaient beaucoup trop fortes à contrôler et c'est toujours là que je rechutais. Donc, à ton tour, une fois que tu identifies, par exemple, les déclencheurs, le contexte, l'heure à laquelle à peu près tu rechutes, l'endroit, l'état émotionnel que tu as, à quoi tu penses avant, etc., tu peux construire du coup un cadre, un environnement propice justement à ne pas rechuter, qui va t'empêcher de prendre des mauvaises décisions. Moi, par exemple, j'avais mis en place, je faisais beaucoup de sport, comme ça quand j'arrive dans ma chambre, je suis KO, je me lave, je mange et je dors. Je suis fatigué, je n'ai plus de force justement pour regarder des films pour adultes, à chercher la meilleure vidéo possible. Je ne dors pas avec mon téléphone, jusqu'à aujourd'hui en plus d'ailleurs. Quand je veux aller dormir dans ma chambre, je laisse mon téléphone au salon et je vais dormir. Comme ça, même si je n'arrive pas à dormir, c'est pas grave, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'écran, donc je peux pas rechuter. À l'époque, j'avais supprimé tous les réseaux sociaux, donc j'avais aucun moyen d'essayer de me distraire pour voir des choses qui peuvent me donner envie de rechuter. Construis-toi un cadre, un environnement propice à que tu fasses toujours les bons choix. C'est pour ça que je te dis que c'est hyper important de connaître le contexte, l'heure, l'endroit, l'état émotionnel, tout ça. C'est pour ça qu'avec mes clients, je le fais parce que ce n'est pas un échec, c'est une donnée qu'on va utiliser pour mettre des actions en place de manière personnalisée à ta situation pour justement permettre d'en sortir définitivement cette addiction. La troisième couche, c'est le cycle. Si tu ne sais pas c'est quoi le cycle, c'est très simple. En gros, c'est les étapes, on va dire le processus par lequel tu vas passer avant de rechuter. Pour donner un exemple, la plupart du temps, les gens, ils vont passer une mauvaise journée, d'accord? Quand ils vont rentrer à la maison, ils seront fatigués, donc vulnérables, donc faibles. Donc du coup, ils vont avoir des pulsions qui vont leur venir, des petites pulsions, ils vont regarder quelque chose pour se détendre, mais du coup, ça peut être un de leurs déclencheurs. Donc du coup, il y aura des pulsions qui vont essayer de revenir. Ils vont résister pendant quelques temps, quelques heures peut-être, ou voire quelques jours, mais au final, après, ils vont rechuter. Tu connais la suite, ils vont avoir honte, ils vont culpabiliser, ils vont être dégoûtés encore une énième fois d'avoir rechuté alors que c'était promis de ne pas le faire. Après, ils vont se promettre que c'est la dernière fois et qu'ils vont plus jamais rechuter dans cette addiction. Ils vont tenir comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, et au final, ils vont après rechuter une énième fois. Et en fait, c'est une boucle qui s'auto-alimente. C'est ça en fait le cycle. Et en fait, dans cette troisième couche, le but c'est de connaître ton cycle. Mais en fait, tu vas mettre des actions en place dès la première étape de ton cycle. Supposons que ton cycle est constitué de 5 étapes. La première étape, c'est le fait que tu sois un peu, t'as passé une mauvaise journée, que tu sois un peu faible. Ça, c'est la première étape. Une fois que cette étape-là va arriver, si tu connais ton cycle par cœur, automatiquement, tu vas te rendre compte que là, attention, ton cycle est en train de se déclencher. Donc du coup, avant de passer à la deuxième étape de ton cycle, tu vas mettre des actions à mettre en place pour ne pas justement valider la deuxième étape. Et comme ça, le fait de casser ton cycle directement à la première étape, tu l'alimentes pas, donc tu n'arrives pas à l'étape 5, là où tu vas rechuter, tout simplement. C'est, à l'époque, j'avais des fortes envies de regarder des films pour adultes. Des très très fortes envies, d'accord? Et je savais que si je restais dans ma chambre, parce que je n'arrivais pas à dormir, bizarrement, si je restais dans ma chambre, j'allais rechuter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis habillé en tenue sport, il pleuvait dehors des cordes, je suis quand même sorti, je suis allé courir. C'est-à-dire que dès lors que mes envies sont venues, parce que en plus le pire c'est que j'avais passé une mauvaise journée, d'accord? Donc c'était mon premier déclencheur. Donc quand je suis rentré à la maison, fatigué, tout ça, saoulé, je voulais juste mon cerveau il voulait se vider. Donc ça veut dire que ma première étape c'est activé, mais j'ai compris que si j'alimentais et que la deuxième étape s'activait, ça allait être compliqué après d'arrêter les autres étapes et j'allais rechuter. C'est-à-dire que je n'ai pas alimenté la deuxième étape, je l'ai du coup brisée et en plus le lendemain quand je me suis réveillé et que j'ai vu que j'avais pas rechuté, j'avais un sentiment de supériorité, un sentiment que je n'oublierai pas, un sentiment où j'ai vu que j'ai battu
mes pulsions. Un homme qui connaît son ennemi ne sera plus jamais surpris par cet ennemi-là. Cette troisième couche, elle est importante. Si tu connais ton cycle, tu pourras le briser à la source. Donc, il est important que tu connaisses ton ennemi. Comme ça, tu ne seras plus jamais surpris par la rechute. Parce que tu pourras l'anticiper et briser avant que ça n'arrive. Et là, maintenant, on va passer à la quatrième couche, la plus importante. Là où la majorité des hommes ne n'arrivent jamais. Les trois premières couches qu'on vient de voir, elles enlèvent, elles désactivent et elles cartographient. Mais la quatrième couche qu'on va voir là maintenant, elle construira l'homme que tu es censé devenir. La première question à se poser dans cette couche, c'est de savoir quel est l'homme que tu veux devenir demain. Dans 1, 5, 10 ans, quel métier ou business que tu veux faire. Combien tu veux gagner exactement. Qui veux-tu pouvoir aider en illimité. Où tu veux pouvoir voyager. Réponds à toutes ces questions parce que c'est ça justement qu'on va travailler dans cette quatrième couche. C'est important de répondre à ces questions, de se projeter parce qu'en te projetant, en visualisant, tu pourras mettre les actions en place pour justement arriver à ton objectif. Et là, tu dis peut-être que tu es arrivé à un certain niveau où ça va être trop compliqué de sortir cette addiction. Que limite, ça va être impossible d'arriver. Ça fait des années que tu es dedans, tu as tout essayé, tu as tout mis en place, mais tu n'as jamais réussi. Je vais te dire quelque chose. Si tu as bien écouté cette vidéo, tu as en face de toi une personne qui était 12 ans accro à cette addiction et qui a pu s'en sortir. J'ai passé 12 ans dans cette addiction et grâce à Dieu, je suis libre de cette addiction. C'est même moi qui aide les gens à sortir de cette addiction. Tu m'aurais dit ça quand j'avais 12 ans ou quand j'avais 17 ans, j'aurais jamais cru. On allait même se battre parce que dans ma tête, j'allais dire que t'es en train de me troller, t'es en train de te foutre de ma gueule. C'est pas la durée qui va déterminer si tu vas en sortir de cette addiction ou pas. Non, c'est pas la durée. C'est si tu comprends pourquoi à chaque fois tu retournes à chaque fois dans le pas. Et ensuite, tu mets les actions en place justement pour ne pas rechuter. Tu te fais accompagner et tu essaies d'en parler à 1, 2, 3 personnes de confiance autour de toi. C'est là que tu pourras réellement sortir de cette addiction. Je te dis, ça sera pas facile. Je suis passé par là, ça n'a pas été facile, mais c'est faisable. Je suis devant toi, je suis la preuve vivante que c'est faisable. J'ai des clients que j'ai accompagnés, je mettais des screens à l'écran qui justement ont pu sortir de cette addiction. Le premier jour où j'ai vraiment changé, ce n'était pas le jour où j'ai résisté à mes pulsions, non. Mais c'était le jour où j'ai compris que je n'étais plus en train d'essayer d'arrêter quelque chose, mais que j'étais en train de construire un homme, de construire mon futur, de construire une vie tellement aimante, tellement puissante que ça paraîtra stupide de revenir dans cette addiction. Et voilà ce que j'ai construit aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, je me réveille avec une vraie intention, pas avec une alarme que j'éteins pour essayer de me rendormir derrière. J'ai énormément d'objectifs et de rêves que je vais accomplir et quand je me lève, je sais pourquoi je me lève. C'est pour accomplir ces rêves et ces objectifs-là. Je voyage beaucoup en ce moment dans plusieurs pays alors qu'avant je ne voyageais pas. Je construis aujourd'hui quelque chose d'énorme. Je suis en train de coacher des hommes à sortir cette addiction définitivement comme moi je l'ai fait. J'accompagne des personnes, des hommes à reprendre le contrôle de leur vie, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. J'ai une meilleure alimentation, je mange beaucoup mieux maintenant. Mon sommeil est de meilleure qualité. Je fais énormément de sport. Je passe beaucoup de temps avec ma famille, alors qu'avant, j'étais toujours isolé, toujours seul, à regarder des films pour adultes. J'ai pris beaucoup de confiance en moi. Le fait de faire des vidéos comme ça, ça montre que du coup, j'ai pris beaucoup de confiance. Je suis sûr de moi, je fonce, j'ai aucune limite. Donc oui, ma vie n'est pas encore parfaite, bien évidemment, et je pense qu'elle ne sera jamais parfaite. Aucune personne sur cette terre peut avoir une vie parfaite, mais j'aime ma vie comme elle est maintenant, et surtout, j'aime dans quelle direction va ma vie en ce moment. Abonne-toi et reste branché sur la chaîne YouTube. Tu vas voir l'évolution de ma vie, et peut-être que ça va énormément t'inspirer. Mais le plus important, c'est que tu ne restes pas spectateur, mais que tu sois acteur de ta propre vie. Et le plus important, c'est que je me suis rapproché de mon Dieu, de ma foi. Je prie régulièrement, je lis la Bible régulièrement. Et ça, tout ce que je viens de te dire, c'est pas pour me vanter, pour te dire que j'ai une meilleure vie que toi et tout. Non, rien à voir. Ça, je vais rien gagner en faisant ça. Je veux que tu fasses comprendre qu'il y avait le Kevin d'avant que je t'ai décrit au début de la vidéo, et voici le Kevin de maintenant. Et entre les deux, j'ai juste pris une décision qui a changé ma vie. Est-ce que tu veux rester comme le Kevin d'avant, ou est-ce que tu veux devenir le Kevin de maintenant? Voire beaucoup plus. C'est tout le mal que je te souhaite. T'as pas envie sérieusement de te réveiller chaque matin avec un sentiment d'accomplissement, un sentiment de paix, de joie, un sentiment que toutes les actions que tu poses ou toutes les actions que tu as posées la veille sont en adéquation avec l'homme que tu veux devenir. Retrouver ta foi, ta relation avec Dieu, une bonne fois pour toutes, définitivement. Travailler sur ton physique pour avoir du coup un meilleur physique parce que tu auras beaucoup plus de temps à consacrer au sport. Avoir une bonne alimentation, pouvoir accomplir tes projets, pouvoir mettre la daronne à l'abri comme on dit souvent chez les jeunes. T'as pas envie de faire ça? On dit souvent que l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. Parce que c'est au cimetière qu'il y a énormément de projets, de rêves inachevés. Est-ce que tu as envie de faire partie de ces personnes qui n'ont pas réalisé leurs rêves durant leur vie? La vie, elle est courte, frérot. Et avant de clôturer cette quatrième couche, j'aimerais insister sur la foi. En fait, c'est le pilier le plus puissant. Sans la foi, l'homme n'est rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. T'as beau dire que tu n'es pas croyant, etc., il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses que tu peux pas nier. Une fleur a besoin de la terre pour pouvoir justement grandir. Les poissons ont besoin de l'eau pour pouvoir respirer. Nous, les hommes, on a besoin de Dieu pour pouvoir vivre. Là, je te parle pas de religion. Je te parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ta douleur que tu as en ce moment.
vais raconter une histoire. Il y a une histoire dans la Bible, l'histoire des disciples de Jésus. Eux, ils ont vu Jésus ressusciter. Tu vois, il s'est fait crucifier, etc. Et ils ont vu Jésus ressusciter. Et ils ont parlé à tout le monde. Ils ont parcouru le monde pour parler justement de la résurrection de Jésus, qui va revenir bientôt, qu'il faut se repentir, etc. Et les prêtres, les gens qui gouvernaient, ne voulaient pas que ça se répande parce que ça allait créer encore beaucoup de problèmes, etc. Ils voulaient pas que ça se répande. Ils voulaient que justement on n'en parle pas. Il s'est fait crucifier. Pour eux, c'était terminé. Et ils ont dit aux disciples, si vous continuez à parler de Jésus et à dire qu'il était ressuscité, on va vous tuer, on va vous couper la tête. À l'époque, c'était radical. C'est pas comme maintenant, oui, on te donne 40 ans avec sursis, je sais pas quoi, non. À l'époque, c'était on te coupe la tête directement. Donc, ça veut dire que s'ils continuent à parler de Jésus, ils meurent. Mais s'ils arrêtent de parler de Jésus, ils vivent. Et tu sais ce qu'ils ont choisi? De quand même parler de Jésus. C'est-à-dire que même devant la mort, ces personnages s'en foutaient parce qu'ils voulaient parler quand même de leur foi. Tellement la foi est très importante. C'était leur moteur. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de la mort. Parce qu'en fait, dans leur tête, ils sont déjà libres. Quel que soit dans les endroits où on les mettait, par exemple Paul de Tarse, on le mettait en prison, etc. Ils s'en foutaient parce que dans sa tête, il était déjà libre. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Les hommes ne meurent pas pour des doutes. Ils meurent pour des certitudes. La foi est hyper importante. Quand tu as un but plus grand que toi, plus grand que ta douleur, plus grand que ta personne, tu es libre. Ces disciples-là, malgré devant la mort, ils s'en foutaient. Ils étaient libres parce qu'ils ont suivi leur foi, leur Dieu. Fais pareil et tu vas voir comment tu seras libre. Personne ne pourra te contrôler. Tu n'auras peur de rien parce que tu auras quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ce qu'il y a dans ce monde. La foi, ça fait partie de la 4e couche, mais c'est pas juste une étape comme ça qu'il faut faire de temps en temps. Non, la base, c'est le pilier central. Parce que quand ta volonté ou ta motivation est à zéro, quand ta honte est au maximum, quand tu te dis que tu es un loser, que tu pourras jamais y arriver à sortir de cette addiction, il te faut quelque chose de solide. Et il n'y a rien de plus solide que Dieu. Quand j'étais jeune, tout ce qui était interdit, je l'ai fait. Mon entourage pourra te confirmer. Tout ce qui était interdit quand j'étais jeune, je l'ai fait. Mais je n'ai pas trouvé la paix dans ces choses-là. La seule chose là où j'ai trouvé la paix, c'est en Jésus-Christ. La nuit avant ce match, j'avais 17 ans et j'ai fait le mauvais choix. Ce soir, si l'envie te prend, tu sais maintenant ce que ce choix va te coûter. Tu n'auras plus d'excuses maintenant. Pendant 12 ans, j'ai cru que mon problème c'était le porno. Mais ce n'était pas le porno. C'est juste que je ne savais pas qui j'étais sans le porno. Je ne savais pas ce que Dieu voulait faire de moi si je sortais de cette addiction. Je ne savais pas qui j'allais être si j'étais libéré de cette addiction. Et le jour où j'ai arrêté d'essayer d'arrêter pour commencer à construire l'homme que je voulais devenir, tout a changé radicalement dans ma vie. Ce que je veux pour toi, ce n'est pas que tu fasses une promesse une fois de plus encore. Ça y est, c'est terminé, on a passé l'âge là maintenant. Mais je veux que tu commences à poser la première pierre. Déjà, j'aimerais te féliciter parce que tu as regardé la vidéo jusqu'ici. La majorité des hommes ont déjà fermé cette vidéo. Parce que quand tu commences à dire des vérités, les gens ils fuient. Mais toi, tu es resté jusqu'à là. Ça veut dire que c'est à toi que je m'adresse. Tu veux réellement changer. Et tu es à un pas de changer. Mais il faut y aller jusqu'au bout. Voilà ce que je te propose. La première chose, si tu sais que ce soir ou dans quelques jours, tu seras tenté, tu auras des pulsions et ça va être compliqué de les contrôler, je t'ai réalisé un audio anti-rechute qui est dans la description. Il est gratuit. Télécharge-le maintenant, ça pourra beaucoup t'aider. Et la deuxième chose que je te propose, c'est que si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire, et si tu veux aller plus loin pour sortir ton addiction et reprendre carrément le contrôle de ta vie totale, il y a en description aussi un formulaire de qualification. Je veux que tu répondes à 3 questions simples, mais de manière honnête, pour voir si tu as le bon profil pour que je puisse t'accompagner ou pas. Tu réponds, je lis tes réponses, et si je pense qu'on peut travailler ensemble et que je peux t'aider à sortir ton addiction, tu réserveras un appel de 30 minutes avec moi pour voir si je peux justement t'aider à sortir ta addiction ou pas. En tout cas, à la fin des 30 minutes, tu repartiras avec de la valeur. Ça sera les meilleures 30 minutes de ta life, limite. Il y a des hommes qui regarderont cette vidéo et qui se diront « Ouais, j'avoue, c'est intéressant », mais qui vont quand même fermer la vidéo et repartir à leurs occupations d'habitude. Et il y a des hommes qui, eux, vont regarder cette vidéo et vont voir que c'est possible et qui vont décider tout de suite de passer à l'action et pas demain. Malheureusement, je sais pas lequel de ces hommes tu es. Mais toi, tu le sais. Et en fonction du choix que tu vas faire, tu sauras quel type d'homme tu es. Et surtout, ne sois pas celui que le système a programmé. Sois celui que Dieu a créé.